Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio 666 en compagnie d'Anaïs et vous écoutez Les mots passants, l'émission à la page qui vous fait découvrir les acteurs du livre de Normandie. Celles du jour et les précédentes peuvent être réécoutées et partagées sur ma chaîne YouTube Anaïs Lemoine. Là-bas vous y retrouverez également tous les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de mai. À vrai dire, je ne peux pas vraiment savoir s'il fait beau ou non puisque je vous parle du passé comme j'enregistre en avance. Alors, chers auditeurs du futur, voici un petit récap du mois de mai. Pour ceux qui écoutent l'émission depuis ses débuts, vous vous souvenez probablement de la venue de DigiClimat en décembre dernier. Je résume rapidement. 6 classes de 6 lycées normands ont étudié les rapports du GIEC normand sur les prévisions climatiques de la région en 2100. Puis se sont alliés à 6 auteurs pour écrire des nouvelles d'anticipation. La clôture du projet aura lieu le 28 mai. Vous pourrez donc bientôt les lire sur leur site internet. Ensuite, j'ai participé en tant que bénévole au Salon du Livre Époque à Caen, une très belle édition qui m'a permis de faire de chouettes rencontres, dont celle d'Anne Biloz, qui aurait dû être aussi présente avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Je suis fière de moi, j'ai pas explosé mon budget, même si j'ai craqué pour 2 livres. Le premier étant Les Confidences de Marie Nimier, que j'avais découvert il y a quelques années dans une lecture publique à Époque aussi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit les yeux bandés les confidences que des inconnus lui partagent. Aveux, regrets, fantasmes, rêves, ils se dévoilent. J'ai hâte de découvrir tous les passages que je ne connais pas. Et pour le second, il s'agit d'Amour en cendres d'Anne Biloz, une BD en 3 histoires qui ont en commun d'aborder les violences conjugales. Andrea, Fémi et Sophie ont d'une manière différente croisé la route d'un homme violent et ça a bouleversé leur vie. Violence sexiste et sexuelle, c'est une thématique omniprésente dans S'éveiller dans le noir d'Alexandra Gerbeau. Traumatisme, déni, acceptation, reconstruction, ce recueil de poésie passe par toutes ces étapes, mais je vais laisser l'autrice prendre la parole à ce sujet, elle saura mieux en parler que moi. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, je t'ai rencontrée lors du salon des dévoreuses de livres dont j'ai eu la chance d'interviewer Lydie, l'une des organisatrices lors d'une de mes précédentes émissions. Comme moi, tu es friande de poésie et comme moi, les droits des femmes sont primordiaux dans ta vie. 55 ans nous séparent de mai 68 et pourtant les luttes féministes continuent. Il me semblait donc important de rappeler que tout n'est pas acquis et que nous continuerons à nous battre pour notre sécurité et notre liberté. Et c'est ce que tu communiques dans ton recueil de poésie. Mais avant de nous dire de quoi il s'agit, peux-tu nous raconter un peu ton parcours de vie, ton parcours professionnel, tes passions, ce genre de choses? Alors, j'ai 33 ans, je suis normande, je suis née en Normandie. J'ai eu un parcours scolaire assez ordinaire, même si j'étais quand même une élève plutôt moyenne, plutôt réservée, avec un grand besoin de reconnaissance, un grand manque de confiance en moi aussi. Je suis arrivée au lycée, en fait, l'une des étapes les plus importantes de ma vie, je pense, c'est mon arrivée au lycée à l'IND, à Hérouville, puisque à cette époque, il existait une classe absolument extraordinaire qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui et qui s'appelait la seconde passerelle. Et en fait, cette seconde, c'était une seconde intermédiaire qui était réservée à des élèves qui pouvaient passer en seconde générale, mais dont les résultats étaient un peu trop justes. Et donc cette année-là était un peu une transition entre la 3e et la seconde, et elle était destinée aussi à des élèves qui, en fait, avaient totalement mon profil, c'est-à-dire avec des fragilités à la fois scolaires, mais aussi un peu personnelles, manque de confiance, etc. Dans cette classe, en fait, on avait des cours de théâtre. C'était toutes les semaines, et ça faisait vraiment partie du programme, et on était dans une classe à effectif réduit, 24 ou 25, avec des profs vraiment aux petits soins, les meilleurs du lycée. Et du coup, cette année-là, ça m'a sauvée, en fait, je pourrais dire. Et après, j'ai fait un bac économique et social, même si j'étais plus littéraire, et j'ai enchaîné avec la fac de lettres modernes, le master enseignement, et aujourd'hui, je suis professeur de français dans un collège. Et ce rêve de devenir professeur, j'ai commencé à le nourrir justement lors de cette seconde passerelle, mais en étant persuadée de ne jamais y arriver. Mais c'était quand même en fait c'était un peu mon seul objectif. Je me disais, tu seras prof ou rien. Et donc après, à partir de là, j'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer d'y arriver. Je pense que tu n'es pas que prof, tu n'es pas prof ou rien, tu es prof
et autrice. Tu nous as émerveillés, je pense, avec ce recueil qui s'appelle S'éveiller dans le noir. J'ai envie de vous lire un extrait de ton poème Liberté qui, à mes yeux, est très représentatif de ce que tu peux nous communiquer, je trouve, à travers ce recueil. C'est pages 101 et 102. Un jour, quand j'en aurai fini, quand mon cahier n'aura plus de pages, quand de ma plume ne coulera plus d'encre, j'allumerai un grand feu de tout ce qui m'a écorché. Je regarderai se consumer les souffrances de mon passé, pour animer en moi une flamme nouvelle. Si vous saviez comme je rêve de danser sous les étoiles autour de ce brasier, si vous saviez comme je rêve de lui crier que c'est moi qui ai gagné, si vous saviez comme je rêve de ce moment où je renaîtrai de mes cendres. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi parle S'éveiller dans le noir ? S'éveiller dans le noir, je le décris comme un recueil de poèmes à la fois très intime et engagé. J'y aborde en effet toute ma reconstruction. Ce sont des poèmes que j'ai écrits sans à aucun moment penser les faire lire et donc encore moins les rendre accessibles à tous dans un recueil. Il y a aucun filtre, c'est-à-dire que c'est toute mon intériorité en fait qui est un peu mise à nu dans ces poèmes et j'y aborde tous les traumatismes en fait qui me dévorent. Ce sont essentiellement des poèmes qui tournent autour du sujet des violences sexuelles que j'ai subies pendant mon enfance et mon adolescence, mais il y a aussi d'autres thèmes qui gravitent autour de ça, puisque bien entendu il y a aussi toutes les conséquences par rapport au corps, l'estime de soi, mais aussi les rencontres, les rencontres un peu salvatrices. Puis j'aborde aussi un peu le contexte familial. Il y a beaucoup d'écrivaines, de femmes qui ont écrit sur le sujet très récemment et donc et qui m'ont énormément apporté. Et donc je me disais presque elles ont tout fait, elles ont tout dit. Donc qu'est-ce que moi je vais aller apporter de plus à ça ? Et d'autre part, il y avait aussi, je suis tellement attachée à la littérature, c'est tellement ma drogue, ma passion. Je sacralise tellement cette chose-là que je me disais non, impossible, je ne peux pas prétendre. Non, ça me paraissait trop beau pour moi. Là, il a fallu que je relativise un petit peu, que je m'autorise. Et donc ça a été quand même un long chemin. Je pense qu'il y avait quand même ce désir qui était là en moi, mais je n'arrivais pas à me l'autoriser. Et puis alors après, à partir du moment où je me suis dit allez tu y vas, j'ai formé le manuscrit, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai eu quelques retours négatifs, de refus plutôt. J'ai eu quelques retours de refus, mais qui n'étaient pas négatifs en fait. Au contraire, qui m'ont encouragée à poursuivre. Par un grand hasard, en fait, je suis tombée sur cette maison d'édition, Alba Bastida, qui était toute récente et qui ne publie que des femmes qui portent des valeurs plutôt féministes. Je l'ai envoyée et elle l'a acceptée assez rapidement. Ouais. Et moi je remercie cette maison d'édition et je te remercie toi d'avoir été jusqu'au bout de ce projet parce que je pense qu'on est nombreuses et nombreux aussi à avoir besoin de ce genre de récits et de récits je pense aussi crus parce que aller vers des tournures un peu trop romantisées parfois ça romantise un peu ce genre d'histoire et toi tu vas à l'essentiel, tu dis voilà ça s'est passé et on va pas aller par quatre chemins, ça existe et les personnes qui ont vécu ça ont besoin qu'on leur dise ça existe pour exister à leur tour. Je pense que non, tu vas pas te perdre dans une masse d'autrices qui ont écrit sur le même genre de sujet parce que déjà, on n'écrit pas tous de la même manière. Peut-être que tu vas toucher des personnes et pas d'autres et inversement, on a tous un public, je pense. C'est important que ton exutoire puisse être l'exutoire de tes lecteurs et lectrices. Ça, c'est mon remerciement. En fait, je me suis dit, déjà, je vais le faire un peu pour moi. C'est-à-dire parce que je me suis dit aussi que quelque part, c'était aussi une manière pour moi de me rendre justice. Parce que bon, la justice, on va éviter d'en parler. Donc je me suis dit, le faire exister, porter ta voix, voilà, sortir du silence, c'est une manière de te rendre justice. Je me suis dit, peut-être fais-le pour toi, d'abord, ça te fera sans doute, ça fait partie aussi du cheminement, de la reconstruction, voilà. Et ensuite, en effet, c'est aussi une main tendue. Et bien sûr, je me suis dit que ça parlerait sans doute à beaucoup d'autres. Donc voilà.
Dans ce recueil, tu mêles aussi les formes, les vers libres, les vers rimés, par exemple. J'ai choisi un extrait. Aujourd'hui, je me tiens debout, mais sous la lune incandescente d'été, dans ma robe d'étoiles et de boue, au reflet maculé du passé, comme je me sens encore parfois petite, inconsolée. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ta narration? Ça part de quelque chose de totalement involontaire, on va dire, puisque j'ai l'impression que en fait, chaque poème naît de l'inconscient. En fait, à aucun moment je me place à mon bureau et je me dis je vais écrire ça. Enfin, en tout cas pour la poésie, j'y arrive pas. Donc en fait, c'est vraiment un surgissement à un moment donné. Ça ne se commande pas. Alors après, j'écris, donc je laisse sortir voilà ce qui arrive, ce qui vient à moi. Et après, il y a quand même un travail quand même de réécriture, particulièrement après quand j'ai formé le manuscrit pour pouvoir l'envoyer, etc. À partir de là, oui, il y a eu un travail de réécriture et un travail de réécriture qui se faisait beaucoup aussi à haute voix, à travers la lecture à haute voix. Voilà. Est-ce que quand tu dis réécriture, tu parles de correction oui. ou vraiment de remaniement des phrases ou non, c'est de remaniement des phrases. Il y a eu très peu de passages totalement réécrits. Non, c'est plutôt des petites choses, quoi. Ouais, de par-ci par-là, oui. Une rime que t'aimes pas. Voilà, un changement, un mot, changer un peu le rythme d'une phrase. Voilà, c'est plutôt un petit peu l'horlogerie. Je te crois. Et pour les lectures, c'était de la voix haute envers toi-même ou tu les as fait lire à d'autres? Alors, j'aime, pour moi, pour savoir si ça sonne juste quelque part, j'ai besoin de les lire à haute voix. Je n'ai pas demandé personne ne m'a donné d'avis en particulier. Par contre, il y a une personne, on va dire, qui les a lus un petit peu au fil de l'eau, au fil de l'écriture, c'est ma psy, parce que c'était la seule à la base. Ça permettait aussi quelque part d'avoir un support un peu thérapeutique, voilà, les poèmes. Donc c'était la seule qui avait accès à cette partie-là de moi. Et tu lui en dédies plusieurs d'ailleurs. Voilà, dans ce recueil. Ouais. Mais sinon, non. Et elle, qu'est-ce qu'elle en a pensé de recevoir ces poèmes-là? Le premier poème, il a été écrit pendant le confinement. Et pendant ce confinement, je venais tout juste de débuter en fait le suivi avec elle. Ça a été une catastrophe quelque part pour moi. L'annonce du confinement, en fait, ma première pensée, ça a été de me dire oh là mon Dieu, comment je vais faire sans ces rendez-vous qui venaient tout juste de commencer, que j'attendais avec impatience. Et là, je me disais comment je vais faire, combien de temps ça va durer, est-ce qu'elle va m'appeler. Enfin, c'était ma seule préoccupation de savoir comment j'allais m'en sortir sans ce soutien-là. Et je lis beaucoup. Et en fait, la lecture, ça a été d'autant plus un refuge à ce moment-là aussi. Le premier poème a surgi au cours d'une lecture, puisqu'il y a plusieurs poèmes qui sont des extraits de citations, en tout cas qui sont basés sur une citation. C'est une citation de Corneille, « Je cherche le silence et la nuit pour pleurer ». C'est en lisant cette citation que le premier poème est arrivé. Est-ce qu'on peut peut-être en faire une lecture, si tu le souhaites? Je cherche le silence et la nuit pour pleurer, parce que je crois que seuls me comprennent. La nuit est une amie qui m'enveloppe, le silence un patient confident. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer, parce que je crois que seuls comprennent ma peine. La nuit est une sœur sertie de ténèbres, le silence me ressemble, il sait se faire discret, personne ne le remarque. Je cherche le silence et la nuit pour y cacher mes pleurs. Je veux les savoir en sécurité. Pourtant la nuit t'étouffe, pourtant la nuit t'aspire, tu disparais sous elle, et le silence t'achève, et le silence te tue. Je le sais, je sais très bien tout ça. Mais je cherche le silence et la nuit pour pleurer, en attendant que quelqu'un me délivre, en attendant que quelqu'un me serre dans ses bras. En lisant cette citation qui a fait tout de suite écho, il y a ce poème en fait qui est arrivé, le premier. Et après, je me suis
plus trop arrêté. Mais j'avais besoin par contre d'un support. Les citations, c'était un peu comme une béquille pour moi, parce que j'étais persuadée de pas réussir sinon à écrire sans ça. Du coup, j'en ai écrit plusieurs. Et un jour, donc au cours d'une séance par téléphone, je lui ai dit que j'écrivais des poèmes. Et elle m'a demandé de les envoyer par mail. Enfin, elle m'a demandé si j'étais d'accord, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, elle m'a encouragée à continuer, pas m'arrêter. Tout de suite, elle a cru en moi et elle y a vu de la valeur, mais il lui aura fallu quand même un peu plus d'1 an pour me convaincre d'en faire quelque chose. Voilà. Et au final, t'arrives à quand même un recueil, je sais plus combien il y a de poèmes au total, mais... Ouais, une 50aine peut-être. Ouais. Et ce poème-là que tu viens de nous lire, donc c'est le premier que t'as écrit, mais c'est pas le premier qui ouvre ce recueil. Est-ce que t'as fait des choix pas de mise en place, mais de sens? Oui, j'ai pas choisi un ordre, on va dire, chronologique. J'ai préféré quelque chose d'un peu plus linéaire, même si en fait dans la vie c'est jamais linéaire. C'est des pas en avant, des pas en arrière. Mais du coup, ça me gênait un peu. Donc, j'ai préféré faire un sorte de cheminement où on part un peu des faits, quelque part. J'ai placé un peu les poèmes les plus difficiles au début. Et puis qui expliquent aussi le mal-être, quelque part. Donc, les poèmes qui exposent la violence sont plutôt placés au début. Et après, il y a le cheminement, il y a les conséquences psychologiques, on va dire. Et plus on avance, plus je voulais quand même des moments de respiration et de la lumière, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti en tant que lectrice. On arrive, comme tu dis, dans cette violence. Moi, tout de suite, je pense le premier tiers de ton recueil, je l'ai trouvé vraiment très prenant. Et d'ailleurs, c'est une lecture, quand on est assez sensible à ce genre de sujet, il vaut mieux éviter parce que c'est quand même assez cru. Mais quand même, comme tu le dis, ça avance et on a l'impression que ça a été écrit chronologiquement parce que on a cette petite fille, tu la cites à de nombreuses fois, qui devient cette femme à la fin qui a su capter la lumière qui était déjà à l'intérieur d'elle, et donc on a vraiment ce grandissement d'âge, et peut-être pas de chronologie d'écriture, mais en tout cas d'âge, et c'est très naturel en tout cas comment tu as placé les poèmes dans cet ordre-là, donc on dirait presque que c'est fait exprès. T'as fait du tri, il y en a que t'as certainement pas dû mettre dans ce recueil, ou alors t'as tout mis. J'ai quasiment tout mis. Il y en a certains que je lis en me disant là tu as réussi à dire exactement ce que tu voulais dire et il y a rien à toucher et donc je suis satisfaite, je suis contente. Mais il y en a d'autres encore où je chipote, où je me dis non là il y a un truc qui me va pas, mais j'arrive pas vraiment à savoir quoi. Il y en a qui me paraissent peut-être plus réussis et aboutis que d'autres. Je suis satisfaite vraiment quand j'ai l'impression d'avoir accédé vraiment à la vérité de ce que je voulais dire, à être au plus juste vraiment de ce que je voulais dire, voilà. Donc de pas faire des tours et des détours, d'aller à l'essentiel au final. Oui, okay. D'avoir réussi aussi à retranscrire exactement ce que je ressentais. J'aimerais aborder maintenant tes inspirations, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es inspiré de beaucoup de citations. D'ailleurs, le premier poème s'ouvre sur une citation qui est de Christian Bobin. Donc il dit « J'attendais d'être reine, je ne sais plus que mendier, je voulais vivre de bel amour, je meurs de sales blessures, et pourtant je suis là, indemne. Je souffre de ma vie intacte, dedans ma vie ruinée. » C'est une très belle citation. C'est une très très belle citation. D'ailleurs, j'en ai noté plein de celles que Bobin. Oui, déjà, pourquoi t'as choisi celle-ci? Et ensuite, comment tu choisis les suivantes? Est-ce que tu tombes dessus par hasard? Est-ce que tu les recueilles au fur et à mesure de tes lectures? Moi, j'ai un carnet avec tout. C'est ça. Il y a beaucoup de poèmes qui sont nés au cours de lecture. Je suis une amoureuse de Christian Bobin et quand je suis tombée sur ce passage, je me suis dit, c'est moi. Je me suis vraiment reconnue et tout de suite, je me suis dit, je vais écrire dessus. Enfin, vraiment, j'ai senti une connexion avec cette citation et donc ça se passe comme ça. C'est vraiment le hasard. Je lis, je dévore et si je tombe sur une phrase qui va résonner très fortement en moi et qui va susciter un besoin de dire quelque chose,
eh bien voilà, c'est parti. Je me lance dans l'écriture. Et pour ceux où il n'y a pas de citation, tu fais comment alors ? Et alors pour ceux où il n'y a pas de citation, en fait ils sont venus tout seuls, comme des grands. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'avais pas forcément, j'ai pris confiance au fur et à mesure de l'écriture, en marchant beaucoup. Quand je suis dans la nature, quand je marche, quand je promène mon chien, quand je suis en voiture aussi, j'ai besoin de mouvement. C'est vrai que le mouvement, ça crée quelque chose. Bon, forcément, on cogite, on réfléchit. On voit des trucs. Voilà, et la magie, il y a quelque chose des fois qui vient se poser. Donc c'est tes expériences de vie. Oui. Au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et pour tes inspirations, en général, tes influences, pas forcément en termes de ce que t'as écrit là, mais qu'est-ce que t'aimes lire, qu'est-ce que t'aimes comme auteur ? Ah, c'est compliqué comme question. Il y a tellement de choses que j'aime. J'ai été, on va dire, mes premières amours littéraires, on va dire, c'était Marguerite Duras au lycée. Beaucoup de femmes en fait. J'ai commencé avec Marguerite Duras, Simone de Beauvoir et Annie Ernaux particulièrement, surtout Annie Ernaux. J'ai pas lu Annie Ernaux pour l'instant, mais par contre Marguerite Duras m'a beaucoup marqué avec Le ravissement de l'Olvestein. C'est une de mes lectures favorites. Mon exemplaire est déchiré de partout tellement je me le suis trimballée. Et Annie Ernaux, pour toi, ce serait vraiment marquant. On va dire que vraiment celle que je place tout en haut de l'édifice, c'est vraiment Annie Ernaux. Et pourquoi qu'est-ce qu'elle te fait ressentir ? Parce qu'en fait, Annie Ernaux, c'est pareil, c'est une histoire un peu particulière. Alors je lisais beaucoup de classiques au lycée. Pour moi, la littérature, c'était la littérature classique. Un jour, un de mes professeurs, avec lequel j'étais très proche, professeur de SES, m'a ramené un roman d'Annie Ernaux. Il savait ce qui se passait chez moi, il connaissait mon histoire, et il m'a ramené les armoires vides d'Annie Ernaux, et il m'a dit lis ce livre, tu vas voir, c'est un peu toi. et en effet, Annie Ernaux, elle vient d'un milieu plutôt ouvrier, commerçant, et elle raconte toute son émancipation de son milieu social, et elle devient professeure, et elle m'a donné un peu l'espoir de me dire c'est possible. Elle t'a ouvert le chemin. Ouais, et aussi je me suis dit, moi qui ne lisais que la littérature classique, ah ouais, on peut aussi écrire comme ça. On a le droit d'écrire comme ça, d'avoir cette liberté dans le style. Ouais, elle m'a vraiment subjuguée. Et puis un peu plus tard, il y a eu aussi dans un tout autre genre Amélie Nothomb, qui, elle, a été aussi très importante pour moi et est devenue une amie en fait, puisque je corresponds avec elle. Tu en fais mention dans ton recueil à un moment, il me semble. Ouais, ça a été un peu l'une des premières personnes à m'apporter une affection pure, sincère, gratuite. Il y a un truc comme ça. C'est une personne qui compte énormément pour moi, au-delà du coup de ce qu'elle a apporté dans la littérature. Elle m'a permis de m'évader parce que ses histoires sont incroyables. Ta physique des tubes m'a vraiment marqué. Là aussi, je me suis dit, ah oui, on peut, d'accord. Vraiment, ce sont des femmes qui m'ont montré un petit peu à quel point on était libre, en fait, quand on écrivait. Et tu es devenue une femme libre d'écrire à ton tour. Ouais, alors bon, après, il y a toujours des petites barrières qu'on se met. De l'imposteur. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, c'est aussi une autrice assez importante pour moi. J'ai beaucoup de femmes, ouais. Et est-ce que t'as d'autres projets qui sont pas forcément en lien avec le même format ou la même thématique pour le futur ? Roman, autre recueil de poésie ? Alors roman non, il y a un deuxième recueil qui normalement devrait paraître l'année prochaine et qui est en fait un peu la suite et la fin de ce processus, puisqu'en fait le dernier poème du recueil s'adresse à la petite fille intérieure, à l'enfant que j'étais. Ce poème a ouvert la voie à d'autres poèmes plus centrés en effet sur l'enfance, et
toutes les autres violences auxquelles j'ai été confrontée, parce que quand on commence une thérapie, etc., on s'attaque au plus gros d'abord, hein, et puis en fait on se rend compte qu'il y a aussi une forêt derrière l'arbre principal, voilà. Et une fois que j'avais déblayé un petit peu tout ce terrain autour de ce qui me tourmentait vraiment, de ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'autres choses, et que ces choses-là, les violences, elles naissent aussi beaucoup plus profondément en fait dans l'enfance. Et donc j'ai eu besoin d'explorer cette partie de ma vie, de moi. Donc le deuxième recueil est plus centré sur la notion de consolation, et elle aborde pas mal l'enfance, les traumatismes de l'enfance, la carence affective, et toutes les... En fait, la manière dont un enfant se construit, et autour de la consolation, voilà. Comment on se console de ça. Donc il y a toujours la notion de la résilience, du chemin. Il y a encore quelques poèmes qui traitent des violences sexuelles, un peu conjugales, mais je sens que j'ai bien avancé sur ce chemin-là, et donc ce recueil est un peu la fin, je pense, de ce travail. Mais pas de ton histoire en général. Non. Et ces futurs projets, alors, où est-ce qu'on peut les suivre? Est-ce que t'as des réseaux sociaux? J'ai un compte Instagram qui est vraiment centré autour de la lecture, qui s'appelle La Femme Affamée de Lecture. Ce compte est un peu une mine de conseils livresques que je partage avec beaucoup de passion. Et de temps en temps, je publie des petites choses, des petits textes ou poèmes, mais c'est essentiellement centré autour de ma passion pour la littérature. Mais si tu sors quelque chose... oui, quand même. bien sûr. Quand même. Ok, donc sur Instagram, La Femme Affamée de Lecture, on peut te suivre là-bas. Il est temps pour nous de faire une courte pause musique. Je vous propose d'écouter Dead Men Don't Rape de Delilah Bone pour mettre un peu de grunge dans votre dimanche soir. Bonne écoute et à tout à l'heure pour les conseils lecture d'Alexandra. Dead men don't rape! Dead men don't rape! Dead men don't rape! I get so offended when I say dead men don't rape! But where is the anger when I say women are dying? This is my body is mine, don't belong to the government. This is my body, it's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body, my right to decide is my right to my freedom. This is my body, yeah, not just a body, yeah. Deciding a war, creating a scene. My body is not just a playground. From them with the guns, religion and greed, they're taking our freedom to breathe now. If freedom to choose is taken away, how many more babies will die now? How many women will die now? Tell me how many more people will die now? I've never been pro-life, only been pro-white. Black mothers fighting for justice. And what about babies? You wanna save them? You only care when they're unborn. But you're from the UK, it doesn't affect you. Put in the century, we're sinking. Untapped is the anger, feminist power. New generation is screaming now. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You get so offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are dying? This is my body is mine, don't belong to the government. This is my body, it's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body, my right to decide is my right to my freedom. This is my body, yeah, I am somebody, yeah. All of these men do it in secret, not ready to be a father. So where are their voices, where is the anger, acting like it doesn't matter. Punish the victim, making her suffer, nobody even believes her. Now she's pregnant, having his baby, raped by her very own father. Scream till I break, they say I'm overreacting. But how can I smile, put on a face, when all my sisters are dying? The free are the rapists, child molesters walking around tasting their freedom. Because of the system, no more abortions, and fuck all the children that need them. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You get so offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are dying? Women are dying. It's every day my thoughts have been spiraling. How many rights will they take from the women, non-binary, trans people? Violence, is it the answer?
Maybe it isn't as scared, we'll discover the strength of our feminine power, the strength of our anger and numbers. We are the witches, they burn at the stake. Black, brown, indigenous women replaced with voices of only white women today, who don't know the struggles that these women face. But this generation is ready to change. We stand with our sisters of that very race. We understand racism still has its place in oppressing so many young women today. So keep your politics out of my uterus and your hands off my body. Vous êtes de retour sur Les mots passants avec Anaïs, l'émission à la page qui vous fait découvrir les acteurs du livre de la région Normandie. Vous venez d'écouter Dead Men Don't Rape de Delilah Bonne et nous retrouvons notre invitée, l'autrice Alexandra Gerbeau. Après nous avoir présenté la dernière publication, le recueil de poésie S'éveiller dans le noir, nous allons pouvoir vous conseiller à vous, chers auditeurs, de très belles lectures. Alexandra, je t'ai demandé de préparer une petite liste axée sur la poésie, car c'est un genre que l'on n'a pas encore beaucoup abordé dans l'émission, alors que c'est l'un de mes préférés. On a beaucoup parlé BD surtout, et c'est vrai que j'adore la BD, mais la poésie pas encore beaucoup. On va remédier à ça. Est-ce que tu peux quand même commencer par nous présenter ta lecture du moment, même si c'est pas de la poésie obligatoirement ? J'ai terminé un roman qui fait à peu près 500 pages, qui s'appelle Le Miniaturiste. Ah, il est dans ma liste de livres à lire. De Jessie Burton, qui est un roman vraiment très intriguant, qui s'écarte un peu des lectures que je peux avoir habituellement, parce que moi, c'est vrai que je lis quand même, il faut le dire, beaucoup de récits assez sombres, évidemment avec des thématiques qui me parlent, et liés beaucoup au fait de société. Là, on est vraiment dans un roman qui nous plonge au XVIIe siècle. On est à Amsterdam et c'est une jeune fille de 18 ans qui vient de se marier et qui arrive dans sa nouvelle maison. Et quand elle arrive, il y a tout de suite une atmosphère glaciale, très très étrange. Personne ne semble satisfait de la voir, y compris son mari. Il est très très distant avec elle, il l'évite, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe, ce qu'elle a pu faire. Et puis un jour, il va lui offrir son cadeau de mariage, et ce cadeau de mariage, en fait, c'est une maison de poupée. Et cette maison de poupée, elle est totalement identique à leur maison, mais il lui dit, voilà, maintenant c'est à toi de la compléter, de décorer chaque pièce, ça va t'occuper. Et à partir de là, il va se passer des choses vraiment à la lisière du fantastique. Donc ça, c'est un livre très étonnant, très original, c'est un premier roman, c'est vraiment réussi. Et la suite vient tout juste de sortir aux éditions Gallimard. La Maison Dorée, ouais, c'est une suite. C'est une très jolie découverte qui change. En tout cas, moi, qui a permis en tout cas de me sortir un peu de mes lectures habituelles. Un peu du thriller psychologique. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, et puis ça aborde aussi des thématiques hyper importantes. Le coup de la maison de poupée, moi, ça m'a convaincu direct. Moi, je suis en train de lire toujours l'anthologie de poésie féminine de Digli, qui s'appelle j'adore. Je serai le feu. Il est magnifique, ce livre. Mais j'en ai parlé un petit peu dans l'émission précédente, mais là, j'ai lu un petit peu plus de la moitié. Je fais attention à pas le dévorer parce que j'ai pas envie de le lire trop vite. Il est trop cool. Mais j'ai commencé aussi en parallèle un
un livre qui s'appelle L'épidémie de Asa Eriksdotter, si je le prononce bien. C'est un gros roman de chez Babel Noir et c'est l'histoire de Landon qui voit sa petite amie plongée dans l'anorexie lorsque la dictature qui s'est installée petit à petit dans son pays instaure des lois pour lutter contre l'obésité. C'est une dystopie qui reprend les codes de la ségrégation, des camps de concentration et des mesures répressives. Ça met en avant surtout la méconnaissance de notre société sur le poids et sur la légitimité des personnes grosses à l'être. Donc je viens de le commencer, mais ça annonce déjà la couleur, et pareil, ça fait longtemps que j'ai pas relu de dystopie, ça m'avait manqué. Là je suis à fond là-dedans. Et on rentre dans le vif du sujet de la poésie, allez. Avec le poème qui t'a le plus marqué, ce serait lequel si tu devais en choisir qu'un seul? Ah, c'est trop dur cette question. En fait, j'ai fait mon mémoire sur Robert Desnos quand j'étais étudiante. Donc il y a le poème J'ai tant rêvé de toi de Robert Desnos qui est hyper important pour moi, mais je sais pas comme ça si je pourrais dire que j'ai un poème préféré au monde. C'est trop dur de choisir. Préféré, mais tu sais qui a marqué un tournant ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas celui que tu voulais nous Alors, moi, j'ai ramené un recueil que j'ai adoré et que j'ai lu récemment. C'est une poétesse qui s'appelle Hélène Cadou. Elle a écrit énormément de poèmes, mais elle les a gardés pour elle quand même pendant un certain temps, puisqu'en fait elle est la femme d'un autre poète plus connu qui s'appelle René Guy Cadou. Lui, c'est un poète du début du XXe siècle, mais il est mort assez jeune, mais il a quand même une petite œuvre derrière lui. Je l'ai choisi parce qu'en fait, elle m'a touchée, parce qu'en fait c'est une femme qui s'est un peu effacée derrière son mari. Elle écrivait des poèmes, tout comme il écrivait des poèmes. Elle était sa muse, et elle est restée à cette place de muse, mais sans vraiment s'affirmer elle comme poétesse. Plutôt après sa mort, finalement, elle se l'est autorisée. Et donc j'ai découvert ces recueils l'année dernière, et en fait j'ai eu un coup de foudre pour les poèmes de cette femme, et le recueil que j'ai apporté, ça s'appelle J'ai le soleil à vivre, paru aux éditions Bruno Doucet, que j'adore, vraiment j'aime énormément cette maison d'édition de poésie. C'était hyper dur d'en choisir un, honnêtement, mais j'en ai choisi un petit. Qui peut se dire poète? Moi, je sais seulement qu'il y a cette petite note fragile, comme la neige, que je n'atteindrai pas, ce tremblement d'un cœur trop incertain, et cette gifle du plein ciel quand on l'attend le moins. Et puis le pain, la vie de tous les jours, les gens que j'aime, la joie à ne savoir qu'en faire, et la douleur comme une bête douce dans le cœur. Mais le poème, je le perds, je le fuis, je le crains, comme un miroir dont je ne me sens pas digne. C'est trop joli. Et ça m'a parlé, ces poèmes sont vraiment magnifiques, et ils m'ont vraiment ébloui. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais écrire comme ça. J'ai eu un peu ce même sentiment quand j'ai vraiment redécouvert la poésie avec Rupicourt. Ouais. Parce que avant Rupicourt, j'étais accrochée à la naïveté de Maurice Carême, au romantisme de Victor Hugo, au surréalisme de Paul Éluard aussi. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand j'ai lu, c'était il y a à peine 5 ans, quoi, Rupicourt avec Les Miels, j'ai fait waouh, ça y est, je suis en train de lire de la poésie qui me plaît vraiment. Alors ok, avant j'aimais bien ça, mais depuis le lycée j'en avais pas relu. Et là, pleine claque, c'est féminin, c'est engagé, c'est réel, et c'est à partir de là je me suis dit ok, on peut avoir une plume qui est à la fois très pure, très belle, qui va à l'essentiel. C'est vraiment Les Miels qui m'a particulièrement touchée. Je sais que j'ai enchaîné juste après avec Eschenmüller de Alice Bellac, il me semble, B-A-Y-L-A-C. Mais par contre, Eschenmüller est vraiment introuvable. Elle avait sorti ça je connais pas, ouais. En indépendant. Je crois qu'elle était de Caen, elle avait sorti ça avec Les âmes. Enfin, c'est introuvable, même sur son site internet, je crois qu'on peut même pas l'acheter. Donc trop heureuse d'avoir pu de pas pouvoir vous le partager.
Mais voilà, ça c'était vraiment un gros coup de cœur et même ça m'a permis de commencer moi-même à en écrire. C'est vraiment à partir de là que j'ai arrêté d'en écrire de manière comme une adolescence candide, enfin une adolescente candide, et à partir de là je me suis dit, moi aussi je veux en écrire vraiment. Je les partage sur mon site internet mais surtout sur mes stories Instagram. Je les ai épinglées en story principale sur mon compte Instagram. C'est Anaïs _ Lemoine _ si vous voulez aller lire, ça ferait plaisir un petit peu. Et ensuite, ce serait quoi ton poète ou ta poétesse préférée? Pareil, il faut en choisir qu'une seule, t'as le droit de t'égarer un petit peu si tu veux en citer d'autres. Bah, tout à l'heure, j'ai dit, hein, il y a Robert Desnos qui est un poète surréaliste, je suis désolée. Non, t'inquiète pas, j'aime beaucoup leur poésie, hein, vraiment, encore une fois, j'adore l'œuvre surréalisme. Mais, oui, mais en plus, c'était un homme vraiment, enfin, au-delà du poète, pour le coup, lui, c'était quand même un sacré être humain qui valait la peine, je pense, d'être... Je trouve que c'est un des poètes surréalistes en fait le plus méconnu. Il y en a très peu qui le connaissent. On l'avait vu en lettres modernes, je me souviens. Ouais. Bah en fait moi c'est là que je l'ai découvert aussi. Mais c'est l'un de ceux qu'on cite le moins, alors que pour moi voilà il a vraiment toute sa place aux côtés de d'Aragon et Éluard. Et sinon après je pense pas avoir de poétesse préférée. En fait, en ce moment, enfin, depuis quelques temps déjà, je lis énormément de poésie. Et en fait, je découvre déjà à quel point, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a plein de poétesses. Déjà, il n'y a pas que des poètes. L'anthologie de Divi voilà. le prouve déjà. Et que aujourd'hui, il y a il y a plein de poétesses contemporaines, des quatre coins du monde. Et c'est ce que j'aime avec la maison d'édition Bruno Doucet, c'est que en fait du coup je lis des voix syriennes, iraniennes, canadiennes, enfin bref. Donc il y a Louise Dupré que j'aime énormément. Il y a aussi Hélène Dorion. C'est le dernier recueil vraiment coup de cœur que j'ai pu avoir. Et son recueil s'appelle Mes forêts. Il va être au programme des terminales l'année prochaine. Et c'est la première femme à pouvoir accéder à ce statut-là. Enfin, une poétesse au programme et vivante. Ça, c'est quand même... c'est vrai, là, c'est assez miraculeux. C'est bien de le préciser. Après, j'aime aussi la poétesse Cécile Coulon, qui est l'une des plus connues aujourd'hui, en tout cas. J'ai lu Les Ronces, je crois qu'il s'appelle voilà, comme ça. Les Ronces pour le premier, Noir Volcan pour le deuxième, et En l'absence du capitaine pour le troisième. Comme toi, Europicor, c'est aussi, ça a été aussi pour moi une sacrée belle découverte. Mais non, j'ai beaucoup de mal à faire une hiérarchie entre toutes ces femmes-là. J'ai essayé d'y réfléchir aussi un petit peu parce que quand je t'ai posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi moi ma poétesse préférée? J'ai retracé un petit peu parce que tu sais, comme je te disais, j'ai un carnet aussi où je mets toutes mes citations. Il y a une poétesse qui m'avait vraiment marquée il y a quelques années qui s'appelle Olis M, et elle avait un compte Instagram parodique de poésie où elle écrivait de la poésie un peu pour rigoler. Et moi j'ai découvert ça, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit mais elle a de l'or entre les doigts et elle s'en rend pas compte. C'est dommage parce qu'aujourd'hui elle a cloturé son compte Instagram, c'est plus lisible, mais par contre elle a pas cloturé son compte Facebook, et ça c'est pas pour me déplaire. Donc vous pouvez toujours retrouver ses poèmes uniquement sur son compte Facebook qui s'appelle Olis M Poetry. Olis, donc c'est H-O-2-L-Y, M, la lettre M, Poetry. Je vous ai traduit un de ses poèmes en anglais, je vous l'ai traduit en français. Il t'appelle mon ange, moi je t'appelle ma fée, parce que les anges sont morts et que toi tu es vraiment très en vie. Bon, c'est rigolo, mais en même temps, c'est super joli. Et tous ces poèmes sont un peu comme ça, un peu décalés, et au final, ça fonctionne très très bien. Donc, je pense que si je devais citer une que j'aime particulièrement, ce serait celle-ci. Mais évidemment, c'est comme toi, hein, il y en a beaucoup d'autres. Et pour finir, peut-être que c'est celui que t'as cité déjà, mais est-ce qu'il y a un recueil de poésie qui est pas très connu que t'aimerais mettre en avant? Justement, Hélène Cadou, c'est pour ça que j'avais ramené le recueil. Donc il y a J'ai le soleil à vivre, et puis il y en a un autre qui s'appelle Cantate des nuits intérieures. C'est de la même autrice aussi? Oui, c'est de la même autrice, paru aussi chez Bruno Doucet. Tu peux nous redire son nom? Hélène Cadou.
Hélène Cadou. Cadou, comment ça s'écrit? C-A-D-O-U. Bon, au plus simple. C'était au cas où pour les auditeurs. Je pense que si je devais en citer un, ce serait quelque chose de Ce qu'il se passe de François de Cornières, que j'avais lu pour la sélection du prix littéraire de la ville de Caen quand j'étais encore jurée dedans. J'ai pris un poème en exemple parce que je trouve que la réalité qu'il arrive à capter dans sa plume est vraiment fascinante. Je vous lis un extrait de Ça reste entre nous. Par moments, elle mettait son stylo entre ses dents, c'était étonnant. Je ne sais pas quel mot la femme mordillait entre ses dents quand elle n'écrivait pas et qu'elle regardait au loin. Si vous voulez lire La beauté du réel, je vous conseille vraiment celui-ci. Et tous les poèmes sont très réels. En fait, on peut palper la nappe qui colle, les craquelures d'une table en bois repeinte. C'est au petit détail, la beauté du détail. Je pense qu'on en a fini pour les conseils de poésie. Merci Alexandra pour tous tes beaux conseils. Je sais que t'en as beaucoup d'autres à partager puisque sur ton compte tu es assez prolifique. Vous pourrez tous les retrouver. Tu es une femme affamée de lecture très très prolifique. J'ai parfois les yeux plus gros que le ventre, mais ça sera peut-être mon prochain pseudo. Moi je sais même pas comment tu fais quand je vois tout ce que je me dis mais comment tu peux lire, être prof, dormir? Juste. Je ne suis pas humaine. Je ne pense pas, je n'y crois pas en tout cas. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram pour ceux qui... Donc c'est La femme affamée de lecture. Mais avec des underscores, il me semble. Ah oui, ouais. Oui, entre la femme affamée et de lecture. Ouais. Voilà. Il me semble que c'est entre chaque. Okay. Donc pour ceux qui veulent vraiment se remplir la panse de lecture, vous avez vraiment de quoi faire. Bon, on arrive sur la fin de cette émission et j'ai une demi-mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les mots passants, c'est bientôt fini. Vous venez d'écouter l'avant-dernière émission car j'ai décidé de ne pas renouveler après juin. La raison principale étant que je souhaite me consacrer à mes autres projets. Déjà, l'écriture de mon roman, ça va de soi. Mais aussi, je suis en train de créer mon auto-entreprise pour faire des ateliers d'écriture dans les associations, les écoles, les EHPAD, etc., etc. Peut-être vous vous en souvenez quand j'avais parlé dans la précédente émission, j'en avais parlé avec Parole de mots parce que j'en propose à l'établissement public de santé mentale à Caen déjà. Donc si vous souhaitez en savoir plus et me contacter à ce propos, je vous mettrai toutes les infos dans la version illustrée de cette émission, mais vous pouvez déjà les retrouver dans les précédentes émissions qui sont sur ma chaîne YouTube Anaïs Lemoine comme d'habitude. Et pour la dernière émission, donc le 25 juin, nous parlerons manga avec Julia et Abel, deux libraires du Bazar du Bizarre situés à Caen. C'est la librairie incontournable pour les amoureux du manga. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller écouter mon dernier album sorti avec le musicien Zartan que nous avons intitulé Stella. Ça devrait normalement vous faire patienter. Je pense que nos auditeurs ont rempli leur pile à lire de poésie grâce à toi Alexandra. Je te remercie beaucoup d'être venue pour nous parler de ton parcours, de tes goûts merveilleux en littérature et j'ai hâte de découvrir ce que tu nous réserves pour la suite. En tout cas, moi je vais attendre avec impatience. Merci. Allez, j'arrête de parler, on se quitte sur Cellophane de FKA Twigs. À bientôt Alexandra et à bientôt à vous, chers auditeurs, pour la dernière émission des mots passants, le dimanche 25 juin à 19h. C'était Anaïs sur Radio 666. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. And I just want to feel you're there. And I don't
that we had. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. And didn't I do it for you? Why won't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. But I just want to feel your hair. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. They're waiting, they're watching us. They're waiting and hoping I'm not enough. C'était Anaïs pour Les mots passants sur Radio 666, une émission pour rester à la page des actualités littéraires de Normandie, tous les derniers dimanches du mois à 19h. À bientôt!